Elle constitue une mine d'or à cette époque de la révolution technologique. Nos données personnelles méritent alors une attention particulière et une sauvegarde exceptionnelle pour une bonne cybersécurité. Pour nous aider dans cette tâche, un jeune béninois vivant en France, expert cybersécurité, a écrit un essai dans lequel il partage les astuces pour une bonne protection des données personnelles. Ce midi, dans Coaching numérique, on découvre donc ces lignes. Dans nos champs, les essences forestières sont au cœur de nos préoccupations ce midi. Et bien sûr, nous finirons par le débat qui s'intéresse ce midi aux femmes de ménage. Bonjour chers amis téléspectateurs, vous le savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver par ici sur le rendez-vous de midi. On installe donc ma première rubrique, Coaching numérique. Protection des données, cybersécurité, un essai existe désormais et est comme un guide pour chacun de nous. Son auteur, qui est en même temps un expert de la cybersécurité, est sur ce plateau avec moi. Abdel Farid Allé, bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va très bien. Et les Béninois de la diaspora, précisément en France, ils vont très bien. D'accord. Alors, comme je le disais à l'entame de mes propos, vous êtes un expert international de la cybersécurité, une position qui vous a permis d'ailleurs d'écrire un essai sur les bonnes pratiques numériques à adopter, mais surtout sur la protection des données à caractère personnel. Et tout de suite, ma première question serait un petit rappel à nos amis téléspectateurs sur la notion de données personnelles. Qu'est-ce que c'est concrètement? Pour faire simple, une donnée personnelle, c'est une information qui permet d'identifier une personne physique. D'accord. Voilà. Donc c'est par exemple mon nom, prénom, mon numéro de sécurité sociale, mon numéro de passeport. Si je vais aller plus loin, des données à caractère personnel sensible telles que le groupe sanguin et d'autres types d'informations. Donc ça, c'est pour être un peu plus global. Exactement. D'accord. Exactement. Alors, une information importante aussi, une photo aussi, c'est aussi une donnée à caractère personnel, parce que ça permet derrière d'identifier aussi une personne. C'est un point important à ne pas oublier. D'accord, d'accord. Alors, en gros, tout ce qui permet de nous identifier, c'est ça, tout simplement. Ça. Alors, pourquoi un essai sur la protection des données personnelles et la cybersécurité? Un essai parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur la thématique et l'objet c'est d'avoir un condensé de sujets intéressants qui puissent parler un peu à tout le monde, et c'est aussi une passion. Ce sujet, c'est une passion et c'est important aussi de partager ces passions. Et quelles sont les thématiques développées dans cet essai? Alors, dans cet essai, on va aborder plusieurs thématiques sans forcément illustrer toutes les thématiques. On va revenir sur une vraie définition d'une donnée personnelle. On va ensuite aborder des sujets, des dispositifs de protection des données personnelles qui permettent de savoir par pays quelles sont les lois en place, quels sont les organes en place, afin de voir dans quelle mesure, par exemple, c'est mieux de collaborer avec tel ou tel État. On va aussi parler d'un sujet qui me tenait à cœur, c'est la protection des enfants face au numérique. Aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui utilisent des téléphones, des ordinateurs pour accéder à des contenus, donc c'est important derrière qu'on puisse les protéger. Peut-être pour finir, sans forcément illustrer toutes les autres thématiques, je parle aussi de la préservation de l'anonymat. Donc pour certaines raisons, on a peut-être besoin de conserver un peu son anonymat en naviguant sur le net. Comment le faire et quelles sont aussi les conséquences, les risques derrière. D'accord. Mais en quoi la protection des données personnelles peut impacter la cybersécurité? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un environnement globalisé avec des méchants et des gentils. Aujourd'hui, les méchants cherchent à déstabiliser. Les gentils?
les gentils. On va le dire de cette manière. On va dire ça comme ça. Donc, ils cherchent à déstabiliser, ils cherchent à récupérer de l'argent via des rançons. Ils cherchent aussi à porter atteinte de différentes manières. Et tout ça repose sur des informations qu'ils vont chercher à récupérer ou restreindre l'accès. D'accord. Voilà. Et une fois qu'ils ont la main dessus, derrière, en fait, on se retrouve un peu piégé. Ça s'explique par des phénomènes de type rançon logiciel, où certaines organisations sont victimes de ça, et pour réussir à récupérer au final les données, on vous demande de payer la rançon, et même en payant des fois, et généralement ce n'est pas possible de récupérer toutes les données, d'où l'importance derrière de prendre d'autres mesures pour se protéger, pour que si jamais ce cas-là venait, qu'on puisse repartir sans forcément être dans tous ces états. D'accord. Alors Monsieur Ali, on sait que en matière de données personnelles, de protection de ces données, il y a plusieurs approches sur le marché. Aujourd'hui, vous mettez sur le marché justement un essai. Quelle est la plus-value? Qu'est-ce que cet essai apporte de nouveau concrètement au lecteur? Cet essai, c'est un résumé de plus de 12 années d'expérience dans le domaine, où j'ai pu accompagner différentes organisations, des startups, des PME, des entreprises du CAC 40, plusieurs organisations, où j'ai vu un peu les modèles. Voilà, et puis l'objectif, c'était derrière de faire un condensé, un résumé de tout ça et le mettre à disposition du public afin que chacun puisse, à son propre niveau, s'identifier. Il y aura des sujets qui vont parler à certaines cibles. L'objectif, vraiment, c'est de faire un résumé, voilà, qui puisse intéresser un peu tout le monde, et c'est sur la base d'expériences concrètes. Voilà, donc ce n'est pas une étude, ce n'est pas une recherche. Exactement, c'est du concret. Des expériences vécues. Exactement. Okay, exactement. Alors, je tombe là sur le chapitre 7 qui parle des élections législatives, présidentielles et cybersécurité. Quel est le lien? Le lien, il est simple. Aujourd'hui, en tant que méchant, méchant de guillemets, je vais prendre un exemple. Voilà, vous êtes par exemple leader d'un parti politique, je suis leader d'un parti politique. Voilà, il se peut que pour différentes raisons, que moi, derrière, j'engage des personnes malveillantes qui vont peut-être, avant les élections, peut-être chercher à s'introduire sur les systèmes de vos candidats pour récupérer des données personnelles, pour les faire chanter, dans le but peut-être à ce qu'ils abandonnent la course. D'accord. Donc il y a moins de chantage sur les systèmes aussi qui sont mis en place pour peut-être organiser des votes localement. C'est aussi peut-être possible dans certains cas de manipuler les résultats. D'accord. Parce qu'on est dans un domaine numérique, derrière des intrusions peuvent se passer, et pour éviter tout ça, il faut mettre en place différentes mesures. Donc on arrive encore aux données, les données des acteurs politiques aussi, voilà, et puis les données aussi issues des différents suffrages. D'accord, ça se comprend. Merci, un mot pour finir. Un mot pour finir, je suis très heureux d'être ici et de partager avec vous ce sujet qui est un sujet d'actualité. Comme je le dis, c'est bien de faire attention, mais c'est aussi important de partager ces informations à ceux qui nous entourent. La vulnérabilité, le problème passera toujours par le maillon faible, celui qui est le moins sensibilisé. Donc aidons aussi nos proches qui sont moins sensibilisés à la thématique à élever leur niveau de connaissance dessus. Alors j'ai une dernière question et très rapidement. Oui. Pourquoi ou comment devrait-on arriver à sensibiliser justement selon vous? Quel canal ou quels sont les canaux qu'il faut emprunter pour réellement impacter les cibles? Alors, aujourd'hui, je pense que c'est important de pouvoir sensibiliser en utilisant les langues locales. D'accord. Voilà. Tout le monde ne parle pas forcément français. C'est important que, en termes de langage, qu'on puisse aussi utiliser le langage
commun, nos dialectes, voilà, pour toucher une large majorité et que la plupart des messages ne soient pas uniquement en français. Comme j'ai dit, le problème passera par le moyen, pas le maillon le plus faible. Nous maîtrisons complètement le français, ces sujets nous parlent, mais il y a d'autres personnes malheureusement qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou bien arrêter l'école trop tard. Donc c'est aussi important que dans les messages qui sont véhiculés à la télé, à la radio, dans les journaux, qu'on puisse aussi en parler. Exactement en parler. D'accord. Abdel Farid Allé, merci. Je rappelle que vous êtes un expert international de la cybersécurité et désormais écrivain, donc grâce à cet essai que vous mettez sur le marché qui s'intéresse à la protection des données et à la cybersécurité. Un essai à avoir absolument pour mieux se protéger sur la toile. Bon retour à vous. C'est déjà la fin du séjour au Bénin? C'est déjà la fin. D'accord, d'accord. Bel après-midi à vous et à très très vite sur le plateau du rendez-vous de midi. On espère en tout cas. À votre suite, on installe Tadagbe Valère Ronsou pour parler de l'agriculture moderne et rentable dans sa pousse. Tadagbe Valère Ronsou, bonjour. Bonjour Rebecca, bonjour chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien. Super, méga, terra, giga bien. Et pour une fois, je suis contente. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Regardez ça. Alors, les essences forestières, on en parle? Oui, les essences forestières, aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique, on parle des inondations, de la sécheresse. Il est important pour nous de conserver ces essences forestières, de les multiplier, de les garder pour les générations futures, parce que sans ces essences, nous n'aurions pas la vie que nous avons sur cette terre. Quel est le lien avec les eucalyptus? Les eucalyptus, voilà, j'y arrive, oui. Ouais, quel est le lien? Les eucalyptus font partie des essences forestières, c'est-à-dire des plantes forestières que l'humain a domestiquées pour ses usages personnels. Et vu que nous, on parle ici sur le plateau de l'agriculture, il est important de connaître que le domaine agricole n'est pas seulement limité au maïs, au soja, aux cultures vivrières, aux cultures de rente que nous reconnaissons. Il y a aussi des essences forestières qui figurent parmi les cultures, l'exploitation agricole rentable qu'on peut lancer pour se faire comme un business en fait, et le faire légalement et comme un business. Alors quand on parle des essences forestières, cela englobe un certain nombre de plantes? Voilà, ça englobe les essences forestières autochtones. Quand je parle d'autochtone, je parle par exemple du baobab qu'on appelle Dansonia digitata, je parle du néré qu'on appelle le Pakia biglobosa qui donne des fruits comme, voilà, c'est pas des gousses là, awa, ce qu'on utilise pour faire affiti, très bien, la moutarde béninoise. En parlant d'essences forestières, je vous parle du karité qu'on utilise pour faire le beurre de karité. Tu vois que ces essences sont à protéger, sont utiles pour les populations locales. Et quand je vais parler d'essences exotiques, je vais parler par exemple du Tectona grandis qu'on appelle le tech. Les pieds de tech, tu connais, non? Si. La variété tanzanienne, qui est une variété qui a un joli port, qui produit très bien. Ça, c'est des choses qu'on utilise, les eucalyptus, les mélinas, qu'on utilise pour fabriquer les bûchettes d'allumettes, etc. Avzeria africana, toutes ces essences-là, on les utilise soit pour servir à faire du bois d'œuvre, les œuvres, c'est-à-dire les portes, les fenêtres, les œuvres d'art et tout, les bois de service, les échafaudages, les charpentes de maison, etc. Donc, qu'on le veuille ou pas, ces essences forestières font partie intégrante de notre vie et sont liées à notre quotidien. Même le bambou, c'est une essence forestière. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Alors, leur rentabilité pour quelqu'un qui aimerait bien faire la plantation, par exemple, du karité. Très bien. Je vais aller d'une manière précise aujourd'hui. Alors, pour faire, par exemple, l'eucalyptus dont il s'agit, il faut savoir qu'au Bénin, partout, le pied à 50 francs. Okay. Le pied d'eucalyptus à 50 francs. Vous pouvez faire la densité 2500 pieds d'eucalyptus par hectare ou faire 3333 pieds d'eucalyptus par hectare. Que ce soit la densité 2500 pieds ou la densité 3333 pieds, vous n'allez jamais excéder 200 000 francs en termes de coût d'acquisition du matériel végétal. Il faut faire le fauchage, ça n'excède pas 60 000 francs par hectare au Bénin, même si c'est une forêt. Il faut faire la coupure des arbres, il faut couper les arbres, la découpe des arbres, ça n'excède pas 60 000 francs si vous tombez sur un bon scieur au Bénin. Il faut faire le ramassage des bois, ça n'excède pas 60 000 francs, on est autour de 180 000 francs. Les 180 000 plus 200 000 francs théoriques, ça fait 380 000 francs CFA. Il faut faire ce qu'on appelle le piquetage
la trouaison et la plantation. Le piquetage, la trouaison et la plantation, autour en moyenne de 250 000 francs. Donc ça fait 380 plus 280. D'accord. Donc on est, on est un peu vers 600, 630, etc. de coûts de production. Bon voilà, coût de production pour la première année. Et il faut noter à l'esprit qu'il faut faire 3 fauchages par an. Maintenant, là où c'est intéressant, le maïs est actuellement cher. Parfois, le sac est autour de 45 000. Quand vous faites ces essais forestiers là, ça ne vous empêche pas de mettre le maïs. Ok, d'accord. Pendant les 2 premières années, vous pouvez mettre le maïs, vous pouvez mettre le soja, vous pouvez mettre du haricot. Et ça contribue à quoi? Ça contribue à optimiser les frais de nettoyage. Parce que si tu mets le maïs ou pas, tu vas nettoyer. Donc, autant en mettre pour optimiser l'espace. Et donc, l'avantage, quand vous vendez les eucalyptus pour la première fois au champ, vous êtes autour de 1 250 000 francs de chiffre d'affaires par hectare. C'est pas ouf, c'est pas beaucoup. Maintenant, le jackpot, c'est après 2 ans et demi. La première coupe, c'est après 3 ans, après plantation. Donc, nous sommes en 2024, il faut planter maintenant. En 2027, vous allez faire la première coupe. Et en 29,5, il n'y a pas d'année, 5. Vous êtes en train de faire la deuxième coupe qui va vous faire le chiffre d'affaires x4 ou x3. Parce que quand vous coupez les eucalyptus, vous demandez dans un village qu'est-ce qui se passe. Il y a une ramification anarchique. Vous coupez la tête, ça peut donner 3 ou 4 pieds d'eucalyptus. Alors, pourquoi je parle de ça? C'est adapté aux gens qui parlent d'agriculture comme les Français, comme les Blancs, pardon, pas les Français, les Blancs, et qui ne veulent pas aller dans leur ferme, ils envoient l'argent au village pour qu'on leur fasse la terre. C'est ça qui est peut-être adapté pour eux. D'accord. Parce que les eucalyptus, vous ne les arrosez pas, les tecs, vous ne les arrosez pas, les essences forestières, vous ne les arrosez pas, c'est la pluie qui les entretient. Ces essences forestières sont sélectionnées pour leur résistance au stress hydrique. Mais il faut de l'espace pour... Oui, il faut de l'espace pour optimiser, pour vraiment rentabiliser. Par exemple, quand je vous parle d'eucalyptus, ce n'est pas 1 hectare d'eucalyptus qui va changer ta vie. On parle de 1 250 000 francs. Tu enlèves déjà les charges de 600 et quelques mille. Mais imagine si tu as, Rebecca, 10 hectares d'eucalyptus. Là, c'est conséquent. Donc, pour la première coupe, après 3 ans, en 2027, tu as potentiellement 12 millions de chiffre d'affaires à réaliser, nonobstant les 150 000 francs l'an. Donc, quand tu as fait même les 630 000 francs de charge, tu as 150 000 francs de charge constante à cause de quoi? Par hectare, à cause du fauchage, du nettoyage. Or, si entre-temps, tu as 10 hectares d'eucalyptus, et si tu sais 10 hectares, tu fais du maïs, le rendement moyen de maïs, c'est autour de 1 tonne et demie. Tu as 15 tonnes de maïs pendant les 2 premières années. Et celui qui a 15 tonnes de maïs, au Bénin actuellement, il a une petite fortune. D'accord. Tadaboué Valère Onsou, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes expert en agriculture rentable et avec vous, on parlait des essences forestières. Bel après-midi, Tadaboué Valère Onsou. Mais avant, une question pour ou contre les femmes de ménage? Pour ou contre? Une réponse. Les femmes de ménage? Oui. Bon, si elles sont bien payées, bien traitées humainement, pour. D'accord, merci. On installe à présent mes invités pour le débat. Merci. Il n'y a rien de plus agréable que de rentrer chez soi et de retrouver une maison propre. Grâce à votre aide ménagère, tout est bien rangé. Toutes les femmes, en tout cas pour la majorité, veulent avoir des aides ménages dans leur foyer. Mais quelles sont les limites à ne pas franchir dans cette relation de travail avec vos aides ménages? Ce midi, mes invités donneront leur point de vue argumenté sur le sujet. Simplice Dossou, bonjour. Bonjour Madame Rebecca. Comment vous allez? Super bien. Leslie Messila, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ah ben, quand je te vois, ça va toujours bien. C'est gentil. Eddie Camille Coton, bonjour. Bonjour Rebecca. Bonjour. Et le week-end? Très bien passé. D'accord. Et à côté, Mirabelle Moussoukoula, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. J'espère que tout le monde se porte très bien. Ah non, super. Alors, je commence par Mirabelle Moussoukoula. Quelle est l'utilité d'une femme de ménage dans le foyer? Bon, les femmes de ménage sont nos aides. Oui. En quelque sorte, parce qu'elles nous aident énormément. Tu ne peux pas être une femme qui travaille, qui a beaucoup d'occupations et en même temps encore la maison. À arriver à un moment donné, on sent qu'il y a un qui prend le coup sur toute la maison. Donc la maison prend le coup. Et si tu peux avoir quelqu'un pour t'aider, vraiment dans ce sens, tu seras plus à l'aise et tu vas éviter encore beaucoup de problèmes. Donc moi, je crois que c'est vraiment bien d'avoir une femme de ménage, mais
pas tout laisser à la femme de ménage. On va en discuter tout à l'heure. Monsieur Koto, quelle est l'utilité d'une aide ménage? Je pense que l'utilité, elle n'est plus à démontrer parce que dans le quotidien des hommes et des femmes, on sent le besoin à un moment donné de faire appel à ces personnes-là parce que justement les occupations professionnelles peuvent parfois prendre le dessus et nous empêcher d'accomplir au mieux notre devoir conjugal, notre devoir ménager, je voulais dire, à la maison, donc les travaux de la maison. On peut ne pas avoir forcément le temps matériel pour les accomplir et c'est justement pour cette raison que par exemple depuis 2018, la loi, l'arrêté du ministère de la fonction publique, du travail de la fonction publique, l'arrêté 026 fixe les conditions générales d'emploi des employés de maisons en République du Bénin. Et il n'y a pas que les ménagères, il y a les jardiniers, il y a les boys, les bonnes, il y a beaucoup d'autres prestataires qui peuvent être sollicités pour la bonne ambiance ou la vie de la maison. D'accord. Monsieur Dossou, quelle place devrait occuper une femme de ménage dans le foyer? À part son utilité, on vient de parler de son utilité, mais quelle place la femme de ménage devrait occuper? Ok, merci beaucoup. Et vous savez que nous sommes en train de traverser un siècle actuellement où les choses changent. Donc, dans ce changement quotidien, nous constatons la présence des femmes de ménage, comme ils viennent de le dire, et l'utilité s'avère vraiment indispensable. Vous voyez. Maintenant, la place que ces femmes de ménage doivent occuper dans le foyer, on ne pourra pas dire que c'est une place principale, mais on pourra dire de façon accessoire, parce qu'elles sont appelées à accomplir une mission, à accomplir une tâche. Lorsque dans leur accomplissement de leur mission, on leur accorde une place primordiale, ça veut dire qu'elle n'est plus appelée à accomplir sa mission, mais elle est venue pour et s'asseoir autrement. Vous voyez, donc si tel est le cas, il aura une crise, ce sera despotique pour le foyer. Donc disons que c'est une place primordiale, non, pour que ça soit accessoire. Et même dans la place que je dis accessoire, il faut encore avoir les yeux sur ça, pour qu'il n'y ait pas de crash. Parce que ce qui se passe de nos jours, sur tous les plans, lorsque ceux-là qui les emploient ne sont pas prudents, n'ont pas les yeux vraiment, et les yeux limpides, je vais dire, le cœur aussi conscient, cette place que les femmes de ménage occupent de nos jours, cette place pourrait être transcédée autrement. Donc il faut vraiment avoir les yeux sur elle, je vais dire. D'accord. Merci. Leslie, quelles sont les obligations du couple vis-à-vis de la femme de ménage? Alors, les obligations sont déjà, il faudrait que, moi j'aime parler de moi toujours, Rebecca, moi je traite mes employés, si vous voulez, comme moi-même, parce que je me dis, c'est des êtres humains après tout, même s'ils travaillent, et il faudrait leur montrer en même temps, vous chauffez les deux, le chaud et le bien, mais en même temps qu'ils ne s'oublient pas, qui sont là pour travailler, qui ne sont pas à la maison. Mais je pense que chaque femme de ménage, hein, si vous voulez, ou que ce soit domestique, un boy ou un gardien, a sa place, parce que déjà ce dernier a une famille déjà. Donc, et s'il est là, comme je dis toujours, le service est réciproque. Donc il faut bien les traiter et comprendre surtout que ce sont des êtres humains. D'accord, Voilà. merci Leslie. Je repose la question à Mirabel Moussoukoula. Quelle devrait être l'obligation ou les obligations du couple vis-à-vis de cette femme qui aide le foyer? Même si elle est là pour aider, le couple a l'obligation de la respecter aussi parce qu'elle travaille. Elle a aussi sa place, comme a dit Leslie. C'est une personne, un être humain comme nous autres. Donc on la respecte, on lui donne sa place. Et le couple a l'obligation de lui fixer ses limites. Tu as droit à ça, c'est ça, voilà ta part, ce que tu dois faire. Donc c'est pas parce qu'on a une femme de ménage qu'on laisse tout et que maintenant le couple laisse, il y a quelqu'un qui est là qui peut tout faire. Non, parce que ça peut casser, ça peut amener beaucoup de problèmes. Donc la femme de ménage connaît sa place, la maîtresse de maison connaît sa place et l'homme de la maison connaît sa place. Si chaque personne connaît sa place, je crois qu'il n'y aura pas de problème. Monsieur Koto, on observe aujourd'hui des déviances comme les maltraitances du côté des femmes de ménage, du côté des femmes de ménage, donc de la part des maîtresses de maison. On sait que généralement ce qu'on attribue aux femmes de ménage, c'est non, elle me fait ci, je ne veux pas qu'elle s'habille de telle manière parce que elle est trop sexy.
quel devrait être le rôle principal de la maîtresse de la maison vis-à-vis de sa femme de ménage? Merci. La loi prévoit des obligations que malheureusement les gens ignorent. Et je pense que c'est à dessein que le gouvernement, en novembre dernier, ou en tout cas en 2023, l'année dernière, a rappelé un certain nombre de dispositions que les gens qui sollicitent les services de ces bonnes personnes doivent pouvoir mettre en œuvre pour ne pas se retrouver en porte-à-faux avec la loi. Malheureusement, les gens ne savent pas. Il y a par exemple qu'avant de recruter une personne de ce genre, vous devrez lui faire une visite médicale. C'est que vous lui faites passer une visite médicale. C'est ce que dit la loi. Pour être sûr que la personne, elle est bien portante. Et quand vous l'avez recrutée, et généralement, nous parlons des personnes qui accomplissent au moins 20 heures de travail par semaine, pas de façon intermittente, moins de 20 heures, donc au moins 20 heures. Et quand c'est 20 heures, c'est considéré que vous avez un certain nombre d'obligations vis-à-vis de cette personne. Déjà, vous la logez, parce qu'elle est femme de ménage, elle travaille chez vous, vous la logez, vous devez pouvoir la nourrir, la soigner. Et puis plus loin, on parle par exemple des primes d'encouragement. Je ne sais pas si sous nos cieux ou dans notre pays ça se fait. Lorsque le salaire est fixé à un montant donné, on ne s'en tient qu'à cela. Alors que ces personnes fondamentalement accomplissent un devoir que nous nous sentons en griffe, incapables d'accomplir compte tenu d'un certain nombre d'obligations, comme je l'ai évoqué tantôt, obligations professionnelles. Et plus loin, aujourd'hui, le SMIC est à 52 000. Mais vous en rencontrez qui sont toujours payés en dessous du SMIC. Et ça pose un problème. Parce qu'on ne s'imagine pas, quand on a recruté ces personnes, qu'elles ont aussi une vie, qu'elles ont aussi des ambitions, des projets. Et vous en rencontrez qui ont fait 10 ans, 20 ans dans ce métier, sans pouvoir jamais s'accomplir. Donc, c'est de la responsabilité de la personne qui les a recrutés de veiller aussi à leur garantir un épanouissement. Parce que ce sont ces personnes-là qui assurent nos arrières, comme on le dit. Simplice Dosso a dit, il faut veiller au grain. C'est vrai, je suis d'accord, il faut veiller au grain. Il ne faut pas que la personne qui vient accomplir cette mission dans la maison finisse par s'installer et prendre, par exemple, la place de la maîtresse de maison. Mais plus loin, je voudrais dire pour finir, je connais une personne qui m'a dit, les 2 personnes, pour moi, qui sont plus importantes dans ma vie aujourd'hui, c'est mon conducteur de véhicule, mon chauffeur, et la femme de ménage que j'ai. D'accord. Parce que justement, le chauffeur, il a ma vie en main, c'est-à-dire que c'est lui qui prend soin de ma vie quand je suis en circulation, et l'autre, c'est elle qui vient me réveiller tous les matins, c'est elle qui me sert le petit déjeuner. Bon, c'est pas réveiller au sens propre, mais c'est dire que c'est elle qui assure, par exemple, ce que je dois manger. Il est marié? Pardon? Il est marié, le monsieur? Non, c'est pas un homme, c'est une dame. Ah, c'est une dame. Ah, d'accord. Bon, alors, mesdames, messieurs, revenons donc à la question principale, les limites à ne pas franchir. Déjà, je vais vous demander pour ou contre le fait d'avoir une femme de ménage, une aide-ménage, et ensuite les limites à ne pas franchir. Simplice Dosso, pour ou contre? Cette affaire de pour ou contre. Simplice Dosso. C'est revenu. Pour ou contre? Pour, mais. Pour, mais. Oui. Ok. Leslie, pour. Simplement, il n'y a pas de mais. D'accord. Mirabel, pour. Il n'y a pas de mais. Monsieur Koto? Oui, pour. Pour. Oui. D'accord. Pour, mais. Oui. Vous savez, et je dis pour mais parce que lorsqu'on dit pour, sans faire analyse approfondie de ce qui est autour, ça veut dire qu'on est en train de donner accès à beaucoup de choses qui peuvent se passer dans l'accomplissement de leur mission. Vous voyez, la femme de ménage, elle est là, mais elle doit reconnaître qu'elle a des limites. De la même manière que l'employeur a ses obligations vis-à-vis de cette femme de ménage, il faudrait qu'elle sache que oui, qu'elle a aussi des devoirs à accomplir. Et aussi ça, dans une limite très stricte. Lorsque je suis femme de ménage et que déjà sans le consentement de la maîtresse du foyer, c'est que je rentre dans sa chambre comme je veux, même si elle est avec son mari, je ne tape même pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent où ça pourrait dégénérer autrement. Et souvent, même vous les femmes, vous le savez, vous ne pouvez pas permettre que la femme de ménage ait accès à certaines choses. Vous savez tous plus que nous les hommes, parce que vous détenez cette inspiration, cette intuition forte qui arrive à discerner beaucoup de choses, vous voyez. Donc, déjà, si elle n'a pas ses limites et qu'elle sait qu'elle a tous les droits et qu'elle a toutes les portes ouvertes dans la maison,
ça dit que ce n'est pas trop bien. C'est pour ça qu'il dit c'est bon d'avoir des femmes de ménage, mais il faut savoir aussi comment gérer la situation. À quel moment on commence par gérer cette situation? C'est déjà, au début qu'on installe, bien sûr, on installe les bases. Oui, on installe parce que la maîtresse, la maman de la maison, c'est elle qui a appelé à donner des directives. Ça ne revient pas à l'homme de dire bon, ici on ne fait pas ci, non, parce que c'est la maîtresse de la maison qui a ce pouvoir de pouvoir lui déléguer telle chose. Maintenant, si éventuellement dans l'accomplissement de sa mission, elle n'arrive pas à rester dans les règles qui sont établies, il faut chaque fois la ramener à l'ordre. Ce n'est pas au mari, ce n'est pas au père du foyer de constater des choses et de commencer par... Parce que souvent, vous avez posé un problème, habilement, je ne sais pas, mon frère, il n'a pas pu, il a, est-ce que je vais dire, lorsque on voit la femme de ménage qui tout le temps est dans une tenue ceci, et que le mari vient à la maison, et que même la maîtresse sait que mon mari est au boulot, peut-être que de tel à tel, elle sera au boulot, il sera normalement au boulot, mais que bizarrement, fortuitement, il vient à la maison sans même aviser la maîtresse, et que déjà à la maison, on voit que tout le temps, la femme de ménage est en tenue ceci, mais il faut la question qu'il faut se poser. Elle devrait être propre, n'est-ce pas? Je n'en disconviens pas, très propre, on n'en disconvient pas, mais de façon... Sa conception de la propreté peut être la conception ça revient à la maîtresse de pouvoir la ramener à l'ordre. D'accord, merci. Vient au salon et puis elle laisse tout ce qu'elle a porté en jachère, tout ça là. C'est bon, on l'aura compris. Leslie. Oui, la question pour... Oui, je suis pour les femmes de ménage parce qu'on en a toujours besoin. Voilà, on peut pas... On est déjà tellement stressé et tellement occupé qu'on ne peut pas tout faire. Donc après, comme disait M. Simplice, les limites. Voilà, il faudrait poser des limites parce que dernièrement, j'ai eu affaire à un cas vraiment très spécial. Et j'ai dit à mon mari que tout ça là, ça vient de toi parce que ça dépend de la base. Parce que quand vous savez, quand vous commencez à entretenir, ça arrive très souvent dans les foyers. Pensez que la femme de ménage, c'est votre amie, ça devient un problème. Et c'est là où tout... On ne devrait pas être amie avec... Pas du tout. Elle n'est pas votre amie. Parce qu'à tout moment, vous pouvez la faire partir. À partir du moment... Voilà. Okay. À partir du moment où vous commencez à lier, commencez à leur dire, c'est vice-versa, même pour le chauffeur. Attention, Rebecca. Vite fait, vous allez prendre la porte et vous laisserez vos employés derrière vous. Donc, comme il a dit, je vais reprendre ces mots, il faudrait que la personne, la femme de ménage surtout, sache que c'est professionnel. Comme a dit mon frère tout à l'heure, qu'elle est là pour son boulot, elle n'est pas venue pour s'amuser, elle n'est pas chez elle. D'accord. Voilà. Elle n'est pas chez elle, elle est là pour son boulot. Tout à fait. Mais qu'en est-il du cas où la femme, même la maîtresse de maison, ne sait pas cuisiner et que c'est à la femme de ménage d'accomplir ce rôle. Finalement, elle est toujours uniquement femme de ménage, aide-ménage, donc vous ne serez pas amis? Ah là, dans ce cas, c'est que c'est la madame de maison même qui a des problèmes. Et quand vous engagez une aide à la maison qui remarque que la dame de maison a déjà un problème, qu'elle peut résoudre, les problèmes peuvent déjà commencer par là. Parce qu'elle commence à dire qu'elle est indispensable, que tu ne peux pas la renvoyer. Et par là, elle va commencer à faire la tête. C'est pour ça que moi je dis souvent, quand tu veux engager, quand tu dis à quelqu'un fais, comment tu vas venir corriger si toi, mais tu ne sais pas faire la chose au préalable? Il faut apprendre à faire la chose. Elle est venue pour t'aider parce que à cause de tes obligations professionnelles, tu n'arrives plus à assurer les deux ensemble. Donc, tu as demandé de l'aide. Alors, si elle vient pour t'aider, si toi, tu viens pour corriger, qu'on sente que celle-là, elle s'y connaît. Mais quand ça sait qu'on laisse tout pour dire il faut faire, après, ne venez pas crier que la servante sait faire, elle est arrivée. Donc, ne joue pas le rôle que de madame. Sois madame dans tout, du haut jusqu'en bas. Merci. Et tu assures ta maison. Quand elle ne peut pas, tu la sors. Parce que tu sais que tu sais le faire. Merci. Eddy Kamikoto, est-ce que c'est possible quand même que la femme de ménage, l'aide-ménage, dresse le lit du conjoint? Je pense que c'est exclu. D'accord. Ça, il faut l'exclure. Pendant qu'elle fait le ménage, quand elle a commencé par les aînés, nos parents disent, quand elle a commencé par assurer le ventre, c'est qu'elle finira pas sur le lit, le bas ventre. Bien sûr. Et il faut éviter. Je pense qu'il y a des, Leslie l'a dit, en fait, Sénèque dira que la force d'une société, c'est sa capacité à respecter ce qu'elle a décidé de faire. Et puis, en toute collaboration, avant toute collaboration, j'allais dire, il faut établir des règles claires. Chacun doit connaître ses limites.
L'autre dira que votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, il ne faut pas empiéter sur le terrain de l'autre. Et la femme de ménage doit être suffisamment consciente aussi et bien préparée pour savoir qu'il y a des choses qu'elle ne fera jamais tant qu'elle est employée de cette maison. C'est quoi ces choses? Aller dresser le lit, je trouve que c'est le comble. Non, mais quand elle rentre dans la chambre et tout est désordonné, on n'est pas dans un hôtel où c'est des agents de salle ou bien qu'on a recrutés qui peuvent le faire pour les gens qui viennent, comment dire, s'y héberger. Là, nous sommes dans une famille, dans un ménage, dans un foyer. Et je dis, lorsque vous laissez votre femme de ménage aller dresser le lit, elle peut non seulement découvrir des choses qui vous sont intimes, mais mieux, elle peut commencer par avoir des tendances. Et il faut couper court, il faut éviter ça. Et lorsque c'est sur initiative propre, c'est-à-dire elle rentre dans de la femme de ménage, elle est rentrée dans la chambre, elle voulait nettoyer. Vous le lui interdisez, elle le fait une fois. Non mais si le lit est apprêté par une autre personne en dehors de vous, vous le savez. Oui. Dès que vous venez, c'est votre chambre, vous le savez. Et tout de suite, vous lui faites appel et vous lui dites ça jamais. Même le repas. Le repas, elle peut faire, je ne sais pas, elle peut apprêter, mais préparer, c'est-à-dire c'est elle qui fait la cuisine. Je rappelle, les anciens disent, après le ventre, c'est le bas-ventre. Et il faut faire attention. Leslie a évoqué des cas pratiques. Je pense que chacun doit être dans son couloir. Et tenue sexy, c'est pas que j'ai esquivé la question, mais ça aussi, il faut avoir le courage, quand on est maîtresse de maison, de dire, il n'y a pas ça ici. Elle n'est pas venue pour du mannequinat, elle n'est pas venue pour, comment dire, l'exhibition. Non, elle est venue pour travailler. Et si elle veut un mari, il y en a plein dans la ville. Mais pourquoi je voudrais finir. Le repas, lorsque la maîtresse de maison ne sait pas cuisiner, qu'elle apprenne à le faire. Ce n'est pas si compliqué que ça. Il n'y a rien aujourd'hui qu'on puisse apprendre à faire quand on a la volonté et quand on est déterminé. Et là, c'est même pour... Google, oui. Sur YouTube aujourd'hui, vous pouvez tout apprendre. Tout. Il n'y a pas tout apprendre. Donc, en fait, c'est se limiter que de dire, je ne sais pas le faire, je lui confie ça parce que demain, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et là, quand elle sait qu'elle a un dessus sur vous, les caprices commencent, vous n'allez pas pouvoir supporter. Et il faut ajouter que dans ces conditions, malheureusement, tous les hommes n'arrivent pas toujours à prendre la meilleure décision. Ça, c'est vrai. C'est la question que j'allais poser justement. Quel est le rôle de l'homme, de l'époux dans tout cela? Quel est le rôle de l'époux? Ils ont du mal, Rebecca. Ils ont du mal dans quel sens? Ils ont du mal, excusez-moi, j'ai vécu, pendant qu'il parlait, ça m'a rappelé une scène. Alors, la domestique que j'ai fait partie dernièrement, vous savez, quand je l'ai renvoyée, c'est juste pour les toiles d'araignée. Elle a pris les clés, elle a jeté ça devant mon mari. J'ai dit, ben voilà, c'est toi qui as créé ça. Pourquoi c'est lui qui l'a créé? Est-ce que les deux sont amis? Oui, parce que justement, il a commencé à créer des liens avec elle, où il lui racontait certaines choses, et moi, il m'en parlait. Ah, la fille venait... Oui, la femme de ménage, ouais, m'en parlait. Donc, à chaque fois, le sourdi, je lui disais, tu as ouvert une porte qui va être difficile à fermer. Il ne me croyait pas, il ne comprenait pas. Et là, quand je lui ai versé le poteau rose, on était à 2 doigts de passer du poison, elle pouvait m'empoisonner. Mais qu'en est-il alors? La question, je continue pas à poser cette question concernant le rôle des hommes dans le foyer. C'est d'être strict. Est-ce que c'est à la femme de ménage de ne pas être sexy pour ne pas attirer leur regard, ou plutôt à l'homme de se maîtriser? Les deux se valent. La femme doit connaître, la femme de ménage, elle est femme de ménage, elle n'est pas maîtresse, elle n'est pas femme au foyer, elle n'est pas là dans son foyer. Mais qu'elle en cherche ailleurs. Je dis, les hommes, ce n'est pas ce qui manque. Et ça, il faut être intransigeant là-dessus. C'est non négociable. Elle n'est pas venue chercher mari là, elle est venue chercher boulot. Et donc, c'est pourquoi on l'a recrutée. Elle peut avoir les deux. Non, mais justement pas là. Elle ne peut pas les avoir là. Elle peut chercher ailleurs. Parce que vous savez, et ce que nous faisons aujourd'hui, ça nous suit demain. Tout à fait. Juste parce qu'elle aurait été à la base de la dislocation d'un couple, elle-même en question ne pourra peut-être plus jamais trouver un homme dans sa vie. En fait, c'est ça. Donc, il faut que les gens se disent ce que je pose comme acte aujourd'hui, ça peut me suivre demain, peut me rattraper demain. Et je dis, les limites, c'est à ne pas franchir. Vous n'êtes pas venu pour du mannequinat, vous n'êtes pas venu pour de l'exhibitionnisme. Vous êtes venu pour travailler. Et donc, il y a une tenue correcte. Et je pense même que pour aller plus loin, il faudrait peut-être, c'est vrai, c'est peut-être exagéré, leur faire porter, des uniformes, pour couper court. Et là, vous savez que quand c'est son heure de travail, elle est dans une tenue uniforme. Parce que vous avez dit, l'homme étant l'homme, chacun
que vous soyez homme ou femme, on a tous des moments de faiblesse. Tout et là, je ne dédouane ouais. pas le mari aussi, parce qu'il faut être suffisamment responsable. Il faut être suffisamment mature pour savoir que celle-là, elle n'est pas mon épouse. Et je n'ai rien à faire avec elle. Elle a beau laisser, je ne sais pas, sa nudité, elle a beau s'exhiber, je suis l'homme. Et au contraire, c'est à l'homme, dès qu'il voit les prémices, de lui faire remarquer que ça, c'est interdit ici. Mais quand l'homme ne le fait pas et qu'il observe en cachette, c'est que lui-même, il est complice. Et il a un regard dessus. Donc, il faut arrêter. Et si vous permettez, pour finir, par-dessus tout, il faut préserver son foyer. Moi, je voudrais rajouter un truc vite fait, sans oublier qu'il y a certaines femmes de ménage, surtout en Afrique, qui viennent avec des chimies. Hein, oui. Qui viennent avec... l'homme, par oui, exemple, tout à fait, ouais. Mais pourquoi on entend ça très souvent, mais pourquoi c'est toujours l'homme qui est très vite envoûtable comme ça? Parce que nous, la femme, spirituellement, parce que nous, la femme, parce que la plupart du temps, ouais, non, mais si, parce que nous, les femmes, vous n'avez plus votre livre à nous, les femmes, parce que nous, les femmes, spirituellement, nous sommes fortes déjà. Donc, on ne peut plus vous passer. Monsieur il faut aussi souligner que les femmes de ménage doivent savoir que là où elles viennent, ce n'est pas un lieu de rencontre de je t'aime et I love, non. C'est pas ce lieu de rencontre. Tu es venu pour une mission, pour travailler. Et effectivement, il faut que l'homme du foyer aussi soit conscient et qu'il témoigne une maturité. S'il n'a pas une intimité à avoir avec une femme de ménage. Par exemple, tu es sous la douche et tu ne commences pas à l'appeler. Il y a des signes qui annoncent que quelque chose ne va pas. Vous voyez? Donc, ça revient à l'homme de montrer effectivement qu'il est la dame de la maison, qu'il est vraiment le responsable de la maison. Quand on voit déjà des signaux qui s'annoncent, il faut alerter. Madame, telle chose ne se passe pas ici. Et il y a des hommes, il faut l'avouer, il y a des hommes et des femmes aussi qui respectent véritablement ce dont nous parlons. Tu ne peux pas avec eux, il n'y a pas d'erreur. Mais tout à l'heure, en parlant, vous avez évoqué l'aspect du logement. Oui. Est-ce que le problème ne se situe pas à ce niveau? Loger la femme de ménage? Non, mais vous savez, la loi l'a dit. Au regard d'un certain nombre de considérations. On la loge chez soi ou hors de sa maison? Bien sûr, mais vous ne pouvez pas prendre de l'argent et aller lui louer, je ne sais pas, une maison ou un appartement ailleurs, chez vous, si vous avez de l'espace. Et là, c'est si vous avez de l'espace pour qu'elle reste. Sinon, elle rentre chez elle et elle revient. Elle revient. Voilà. C'est la meilleure formule d'ailleurs. Mais si vous avez de l'espace, et que par exemple, il y a des travaux qui doivent commencer très tôt le matin, peut-être à 5h ou 6h, vous ne pouvez pas demander à l'enfant d'autrui de tout le temps rentrer, et venir chez vous tôt. À des heures qui ne sont pas sécurisantes pour elle. Et donc, loger chez vous, je pense que même loger chez vous, vous savez, ça ne devrait pas en principe poser problème si chacun est suffisamment responsable et conscient de ce qu'il fait. Parce que, vous voyez, on parle des enfants Vilomégo, les enfants placés, on les loge chez nous. Et même là aussi, il y a parfois des problèmes. Surtout quand la jeune fille commence à prendre de l'âge et qu'il y a d'autres garçons dans la maison, ça pose parfois problème. Mais je pense que ce n'est pas parce qu'on vit des problèmes qu'il faut écarter toutes les possibilités qui peuvent permettre aux hommes de mieux vivre. Leslie l'a dit, on ne peut pas parfois s'en passer parce que vous ne pouvez pas tout faire. Non, mais alors, il faut réglementer. D'accord, merci. Merci. Un mot pour finir, Mirabel. Oui, je dirais que le choix de la domestique revient à la femme. C'est pas souvent au monsieur, ils te disent trouve quelqu'un et si tu trouves moi, je paye. Donc, le choix, c'est à madame que cela revient. Donc, je dirais plutôt quand la dame connaît bien son mari, elle sait quel choix elle peut faire. Parce qu'elle reconnaît déjà que la qualité que j'ai à la maison, ça ne peut pas aller à la maison. Donc, la dame fait vraiment son tri pour prendre celle qui ira avec sa maison. La courtoisie, le respect mutuel. La courtoisie, le respect mutuel, des limites à définir à l'entame de la collaboration. C'est ce que je retiens de vos propos, mes chers amis. Et merci pour ce moment de partage d'idées. C'est ainsi que se referme ce numéro de votre émission Le Rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Bye bye.